Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Aujourd'hui, épisode 2 du RPG A Day. Je vous rappelle le concept, tout simplement, il s'agit de parler pendant tout le mois d'août de jeux de rôle. Il y a un mot par jour, donc normalement je devrais faire une vidéo tous les jours pour chacun de ces mots, mais j'ai décidé de les faire 10 par 10. Si le concept vous plaît, vous pouvez aller sur YouTube, sur Twitter, un peu n'importe où il y a des gens qui participent au RPG A Day et qui font des petits trucs quoi. Avant qu'on commence, je tiens à vous faire remarquer que maintenant vous avez des timecodes dans les vidéos. Si jamais, par exemple, il y a des trucs qui vous intéressent pas et que vous êtes intéressé plutôt par ce qui vient à la fin d'une vidéo, vous pouvez tout à fait utiliser ces timecodes pour avancer. Ok, donc premier mot, c'est stack. Alors en anglais, stack, ça veut dire une pile dans le sens vous empilez des choses. Moi, je l'ai traduit en français par pile et j'ai détourné le sens tout simplement de la question. En fait, moi, ça me faisait pas penser à grand chose, le fait d'empiler des trucs, à part le fait que parfois, quand un de vos joueurs s'ennuie, il va faire une pile de dés et en général, c'est pas très bon signe. Mais sinon, pile, moi, ça me fait plutôt penser au fait que c'est presque parfois plus excitant plutôt que de faire un coup critique ou un échec critique ou ce genre de truc dans des jeux qui le permettent. Parfois dans un système à descendre notamment où il y a beaucoup de granularité, c'est-à-dire que quand vous jetez les dés, il y a beaucoup de résultats possibles différents. Je trouve que c'est encore plus marrant, c'est le moment où en fait votre résultat il tombe pile sur la valeur dont vous aviez besoin. Voilà, c'est pas très inspiré, j'ai pas grand-chose de plus là-dessus. Le deuxième mot c'est message. Message, ça me fait penser aux petits messages qu'on peut se passer sous la table dans des jeux où il y a un peu des coups dans le dos et tout. Et en fait ça me fait penser à quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 11-12 ans, on jouait à Warhammer V2 avec le supplément des Skaven avec mes cousins quand on était en vacances. Ce supplément, il vous demandait de jouer des Skaven, donc qui sont des sortes d'hommes rats qui vivent sous forme clanique, un peu hiérarchisée. C'est un peu des méchants normalement dans l'univers de Warhammer. Et donc chaque joueur incarne un Skaven dans le clan. On tirait au hasard, il me semble, leur origine sociale, un peu leur rang social dans le clan. Et en fait, ils passaient juste leur temps à essayer de se tirer dans les pattes et à devenir plus forts les uns que les autres. Et du coup, à chaque fois, quand il y avait des manigances, on allait dans la pièce d'à côté avec mes cousins. Et quand je ressortais de la pièce, justement avec un de mes cousins, il avait fini de manigancer avec moi, de me dire ce que c'était son plan fourbe. Forcément les autres ils se disaient ok, il a comploté contre moi. Et donc on partait dans la pièce avec les autres. Et en fait finalement le jeu ne se passait presque plus autour de la table, donc c'était un peu débile. Mais c'était marrant quoi. Puis message ensuite, ça me fait un peu penser au fait que parfois les maîtres du jeu vont essayer de faire passer un message, qu'il y ait une morale dans certains de leurs scénarios, je sais pas. Et ça me fait penser au fait que je voulais faire des vidéos là-dessus. Est-ce que on devrait vraiment réfléchir à la morale de notre histoire? Est-ce qu'on devrait plutôt mettre des conflits moraux et voir ce qui se passe? Je pense que les conflits moraux intérieurs des personnages c'est intéressant et aussi quand ils se retranscrivent dans l'univers, donc je pense qu'on en parlera une prochaine fois. Le mot 13 c'est repos. Repos, ça me fait penser au fait que j'aime pas trop la mécanique de repos long, etc. dans Donjons & Dragons, en tout cas celle de base qui consiste à dire qu'après 8 heures de repos, vous récupérez absolument tous vos slots de sort, tous vos points de vie, il me semble que vous récupérez tout ça. Finalement, vous êtes complètement régénéré. Ça me plaît pas trop parce que moi, en général, dans les univers dans lesquels je joue, il y a un peu du voyage, etc. Donc du coup, si l'unité de temps permet de se soigner, c'est la journée, ça voudrait dire que si je veux faire des défis, je dois mettre plein de rencontres dans la même journée, en fait. Donc moi, ce que je faisais, en fait, c'est que j'étais beaucoup plus souple là-dessus. C'est-à-dire que les PJ, en fait, récupéraient tous leurs trucs à des moments plutôt déterminé par moi en tant que maître du jeu. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage c'est que c'est plus facile de contrôler le danger, la pression que les personnages subissent. Désavantage c'est que c'est un peu plus imprévisible, ça relève plus de votre arbitrage en tant que maître du jeu. Et du coup les joueurs peuvent moins s'en servir comme une mécanique, peuvent moins faire partie de leur plan tactique quoi, de le repos long comme mécanique de jeu. Voilà, c'était ça que m'évoquait le repos, tout simplement. Le mot 14 c'est bannière. Alors bannière pareil, j'ai eu un petit peu de mal à trouver. Pour moi bannière ça me fait penser aux jeux que j'aimerais mener, Coriolis et Symbaroum, qui sont des jeux qui peuvent mettre quand même un peu l'accent sur l'exploration. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais ce côté un peu vous planter une bannière tel le premier homme qui a marché sur la lune pour marquer votre territoire. Ça me fait penser au conflit de factions, ça me fait pas penser à grand chose. Éventuellement un objet magique peut-être, une bannière qu'on planterait dans le sol et qui émettrait une aura, la bannière d'une chaîne YouTube. Très sincèrement ça m'évoque pas grand chose dans mon expérience, dans les trucs auxquels j'ai joué, une bannière. Le mot 15 c'est cadre. Et cadre ça me fait penser au fait que plus qu'un univers, ce que je vous conseillerais si vous êtes maître de jeu débutant, c'est de créer un cadre de jeu pour commencer, si vous voulez vraiment commencer à jouer. En fait, c'est quoi la différence, pour moi, entre un cadre et un univers? Un univers, c'est un setting, c'est-à-dire c'est des paramètres, c'est des données un peu factuelles. Quelles sont les races, quelles sont les classes, est-ce que la magie existe, quel est le niveau technologique, qu'est-ce qui est rare dans mon univers, qu'est-ce qui est très présent dans mon univers, comment les gens y vivent, etc. Tout ça, c'est l'univers, en fait, c'est un peu du background, quoi. C'est pas
c'est censé donner vie et censé être une sorte de base sur laquelle le MJ va pouvoir se reposer pour improviser. Justement, s'il connaît bien son univers, il va pouvoir dire bah là, ce qui se passerait sûrement dans l'univers, c'est ça, ça, ça. Ça permet aussi, voilà, de montrer un univers plus grand que ce qui se passe autour de la table pour donner l'impression qu'on est voilà, dans un univers persistant en quelque sorte, même si ce n'est pas le cas. Il y a forcément un moment dans la journée où personne ne pense à cet univers de jeu de rôle et du coup il n'existe plus vraiment. Je sais pas. Mais bref, l'univers, je pense que c'est pas le plus important dans un jeu de rôle. Le plus important, c'est d'avoir un cadre de jeu, c'est-à-dire plutôt un truc plus restreint. Enfin, en fait, ça dépend juste de votre échelle de jeu. Ça pourrait aussi bien être une planète entière, en fait, un cadre de jeu. C'est-à-dire des trucs activables. Le cadre de jeu, ça va être les thèmes que vous allez aborder, le ton, les personnages qui sont impliqués dans l'histoire, les lieux qui sont impliqués dans l'histoire, etc. Les conflits que vous allez pouvoir utiliser, les ressorts, les accroches, etc. C'est plutôt ça un cadre de jeu, alors que l'univers, en gros, je suis en train de me rendre compte que je me perds un peu, mais j'ai une meilleure image. En gros, dans un univers, vous pourriez avoir plusieurs cadres de jeu. Par exemple, vous pourriez dire, je suis dans l'univers de Warcraft, et ben mon cadre de jeu, ça pourrait être, les joueurs incarnent des personnages qui font partie de la Horde, ou ils incarnent des personnages qui font partie de l'Alliance, ou ils incarnent des personnages qui sont des pirates, ou ils incarnent des personnages qui sont des militaires, ou ils incarnent des personnages qui sont... Bref, vous avez compris, en fait, un cadre de jeu, c'est plus activable qu'un univers. Les jeux de rôle que j'ai tendance à préférer, c'est pas ceux qui ont un univers incroyable, c'est plutôt ceux qui ont un cadre de jeu intéressant. C'est-à-dire, par exemple, Symbaroum, c'est pas incroyablement original, quoi. C'est du Medfan, sombre, machin truc. Il y a pas des races hyper exotiques, il y a pas des trucs de la vie quotidienne qui sont incroyablement étranges et étonnants. C'est plutôt comment sont utilisées les races dans l'univers, quels sont les conflits entre les factions qui sont proposées par le jeu, etc. Et tout ça, ça relève plus du cadre. Quand vous ouvrez Symbaroum, vous vous dites tout de suite, ah, je pourrais jouer ça, 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 ça. Alors que quand vous ouvrez, par exemple, Pathfinder, je parle de la première version en tout cas, ben ça vous explique en gros, à travers les équipements qui peuvent être achetés, les races qui peuvent être jouées, etc., un peu quel genre d'univers vous pourriez faire jouer. Mais quand vous prenez le bouquin sur la mer intérieure, qui contient uniquement de ce qu'on appelle du fluff, c'est-à-dire la description de pays, et éventuellement quelques propositions de scénario dans ces pays, avec une trame chronologique de ce qui s'est passé avant, ben... Moi, je lis le truc et je suis là, je me dis, ok, je fais quoi maintenant? Je suis un peu paumé, en fait. Bref, c'est pas pareil, un gros univers catalogue et un cadre de jeu où on comprend tout de suite ce qui pourrait s'y passer et on a des idées directes. Le mot 16, c'est drama. Alors moi, drama, ça me fait penser à la vidéo sur la bataille épique que je vous avais faite, à cette fameuse bataille épique. En fait, ça me fait penser au fait que, en tant que maître de jeu, un truc qui est très important, c'est de vous poser la question de quand est-ce que vous jetez les dés. Quand est-ce que vous demandez à ce qu'on jette les dés. En général, les dés, ça apporte de la tension et de l'incertitude. Donc, ça peut être intéressant, mais il y a des moments où, en fait, vous n'avez pas besoin de cette tension et de cette incertitude. Et surtout des moments où, quand vous allez jeter les dés, ça va peut-être gâcher une scène qui est hyper dramatique, qui est en fait une fin idéale et tout le monde le ressent un peu autour de la table. Et peut-être que vous devriez juste continuer à décrire ce qui se passe, demander à vos joueurs de décrire leurs actions et réduire un maximum les jets de dés. Profiter de ces moments à haute intensité dramatique, ne pas nécessairement les interrompre avec des jets de dés. Après, tout dépend de votre système, de votre manière de voir le truc, mais moi ça m'a fait penser à ça, le drama. Le fait que, en fait, le drama peut être généré par les dés, mais au moment où vous êtes au point culminant, il a plus forcément besoin des dés pour tenir encore la route, par exemple. Et que même repasser sur quelque chose de trop mécanique, ça peut un peu casser l'ambiance qui a émergé d'une situation et de facteurs qui se sont rencontrés par le plus grand des hasards et qui créent une scène super. Voilà. Ensuite, le 17 mots, c'est confort. Confort, ça me fait penser au fait que dans mes jeux de rôle, j'utilise rarement le côté gestion de domaine, housekeeping, ou bien où les joueurs ils ont un QG et tout. Et c'est un truc que j'aimerais bien utiliser dans Coriolis. De toute façon, c'est un peu suggéré par le jeu, puisqu'en fait les personnages vont avoir un vaisseau, tel le Faucon Millennium, et il va pouvoir leur servir un peu de base, qu'ils vont pouvoir améliorer, dans laquelle ils vont pouvoir se retrouver, se sentir en sécurité. Et je trouve que c'est pas mal, ça permet d'avoir une sorte de point de chute entre des aventures, notamment si vous jouez un peu sous forme de saga ou sous forme un peu épisodique vos campagnes, plutôt que de faire une histoire avec vraiment un fil rouge. Enfin, même si vous jouez en saga, il peut y avoir un fil rouge, mais faire un truc un peu plus épisodique, un peu plus comme dans une série télé, quoi, où à chaque épisode ils vont faire une mission, genre un peu le Monster of the Week, Planet of the Week, Star Trek. Je pense que ça peut être un truc cool, et puis surtout ce qui est marrant, si vous leur donnez un QG comme ça, un point de chute, c'est que vous pouvez un jour, pour les surprendre, faire une sorte de pattern interrupt, complètement bouleverser leurs habitudes, complètement bouleverser le rythme habituel en les attaquant à cet endroit-là, et du coup là la tension elle va être énorme.
18, le mot c'était meet. Meet, donc c'est rencontrer, rencontre. Moi, ça me fait penser au fait que pendant un moment, à chaque fois, les personnages se rencontraient dans des auberges. C'était un peu le cliché d'ailleurs. Aujourd'hui, je pense que le cliché, entre guillemets, c'est le in media res, tellement on nous conseille de commencer des scénarios comme ça et tout. Finalement, c'est plutôt cool de varier les trucs, de commencer dans plein de situations différentes. Mais du coup, je me dis, est-ce que finalement, se rencontrer dans une auberge, c'est toujours cliché, puisque peut-être que plus personne ne le fait aujourd'hui, en fait, tellement c'est devenu cliché. Vous me direz dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est cool de se rencontrer dans une auberge quand même. 19, c'est Tower, donc Tower Tour. Ça me fait penser au jeu Dread, que j'ai jamais essayé, mais en gros, c'est un jeu de rôle qui, plutôt que de faire appel à des mécaniques de hasard, etc., fait appel au skill, c'est-à-dire que vous allez faire une tour de Jenga, et en fait, à chaque fois que votre personnage va devoir faire une action un peu tendue, où il y a du suspense et tout, il va devoir retirer un Jenga, et si la tour s'effondre, eh bien, c'est la catastrophe. Alors je connais pas les règles exactes, j'ai jamais essayé Dread, mais il faudrait que je me renseigne un peu plus. Et c'est un jeu apparemment qui fonctionne super bien pour les scénarios d'horreur, où genre tout le monde est en stress en mode, je sais pas, vous vous cachez derrière, sous un lit par exemple, et il y a le méchant qui passe avec sa tronçonneuse, et en fait vous essayez de retirer un Jenga de la tour, si vous le faites tomber, ça veut dire que je sais pas, vous toussez, ou vous pétez, j'en sais rien, et le mec vous trouve, il vous sort de sous le lit et il vous découpe. Et là, c'est cool, tu vois. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que forcément, plus vous enlevez des Jenga, plus ça devient difficile de pas faire tomber la tour, et du coup, la tension va crescendo, ce qui correspond parfaitement à la majorité des histoires, finalement, mais surtout à un scénario d'horreur où on retient un peu sa respiration. Et le dernier mot, c'est investigate, donc investiguer, je sais pas exactement si ça veut dire ça, mais moi, ça me fait penser à enquête. Ça me fait penser que dans les scénarios d'enquête, vous devriez faire attention. Petit conseil, à ne pas trop cacher les indices les plus importants, pas forcément les faire se reposer sur un lancer de dés, les indices les plus importants pour les découvrir, ça devrait plutôt être les indices secondaires, vous me direz ce que vous en pensez. Et le deuxième truc auquel ça me fait penser, investigate, c'est que quand vos joueurs fouillent une pièce qui est vide en fait, où il n'y a aucun indice à trouver, etc., je pense qu'il faut pas leur faire jeter les dés, en tout cas pas tout le temps, parce qu'en fait, si vous faites jeter un jet de perception à des joueurs qui sont dans une pièce vide, s'ils réussissent le jet et que vous leur dites « tu trouves rien de spécial dans la pièce », ils vont se dire « ok, c'est bon ». Si ils échouent leur jet de dés et vous leur dites « tu trouves rien de spécial dans la pièce », ils vont se dire qu'il y a un truc dans la pièce. Donc ils vont continuer de demander à fouiller et à fouiller. Et en fait, le problème, c'est que ça peut un peu paralyser le scénario pour rien finalement, parce qu'il n'y a rien à trouver là-dedans. Et en fait, le simple fait que vous leur ayez demandé de jeter les dés, ça leur fait penser qu'il y a quelque chose ou peut-être pas quelque chose. Et en gros, qu'ils peuvent réussir ou échouer. Et même si vous jetez les dés derrière votre écran, ils se disent « ah, là, c'était peut-être un test de perception passif ou je sais pas quoi, et il y avait peut-être un truc à trouver. » Et donc on conseille parfois de jeter des dés pour mettre un peu de tension pour derrière l'écran. Moi, je suis plutôt de l'école de jeter tout le temps les dés devant les joueurs. Parce qu'en fait, si vous jetez les dés derrière l'écran, ça peut faire croire à vos joueurs qu'il y a un truc qui va se passer. C'est d'ailleurs l'effet recherché. Mais du coup, les faire un peu se paumer, fouiller une pièce pour rien. Je sais pas, moi je vois pas trop d'intérêt à ça. Donc je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous jetez les dés derrière votre écran pour faire croire qu'il se passe des trucs ou pas ? Est-ce que vous demandez toujours des jets de dés quand les joueurs font des actions ? Bref, dites-nous tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit concept RPG A Day vous plaît. Je vous rappelle qu'il y a d'autres gens qui le font. Vous pouvez aller voir leurs vidéos, etc. Je vous rappelle aussi que si vous voulez participer, vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire dans une moindre mesure, vous pouvez le faire dans les commentaires. Il y a des gens qui l'ont fait dans la vidéo précédente. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour pas rater les futures vidéos, à aller sur notre site. Si vous êtes un maître du jeu débutant, on a un petit guide www.lebonmj.com. C'est un petit guide pour les maîtres du jeu débutant. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.